Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez la 24 News. Merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine qu'on entame avec les riches activités de la diplomatie algérienne au siège des Nations Unies. Dans le cadre de sa participation à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux ce dimanche avec son homologue sahraoui, Mohamed Islam Baissat. La rencontre a porté dans un esprit de concertation et de coordination sur l'évolution de la question du Sahara occidental en préparation des prochaines échéances onusiennes prévues à cet égard, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette rencontre a également permis de passer en revue les positions exprimées lors du débat général de l'Assemblée générale en soutien aux droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination et conformément aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes de l'ONU. Dans le même contexte, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope. La réunion a été consacrée à l'examen des différents aspects de la coopération institutionnelle entre l'Algérie et l'OIM et à l'exploration des moyens de la renforcer pour permettre une résolution efficace des différentes questions liées au phénomène migratoire en prévision de la prochaine visite d'Amy Pope en Algérie. Le ministre algérien des Affaires étrangères a également rencontré le ministre allemand des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Johann Wadephul. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue le dialogue politique privilégié et le partenariat économique solide qui unissent l'Algérie et l'Allemagne, ainsi que d'examiner les perspectives de consolidation et d'élévation de ces relations bilatérales au plus haut niveau dans le cadre de la préparation de la visite que le président Abdelmajid Tebboune effectuera en Allemagne. Les deux ministres ont également abordé un certain nombre de questions internationales et régionales telles que la situation actuelle au Moyen-Orient et les développements dans la région du Sahel. Ahmed Attaf a par ailleurs rencontré son homologue russe Sergei Lavrov. La rencontre a permis de passer en revue les différents aspects du partenariat stratégique unissant l'Algérie et la Russie, ainsi que les perspectives de les hisser au plus haut niveau, conformément aux hautes orientations des dirigeants des deux pays. Les deux ministres ont également échangé les vues et analyses sur nombre de questions internationales et régionales, en tête desquelles la situation dans les territoires palestiniens occupés, la question du Sahara occidental, ainsi que les évolutions dans la région sahélo-saharienne. Le chef de la diplomatie algérienne a par la même occasion eu des entretiens bilatéraux avec son homologue du Nicaragua, Denis Moncada. Les discussions ont été consacrées à l'examen des priorités de la coopération bilatérale suite à l'ouverture des ambassades des deux pays à Alger et à Managua. Ahmed Attaf s'est dans la foulée entretenu avec le ministre des Affaires étrangères du Honduras, Javier Efraín Boussouto. La rencontre a constitué l'occasion d'examiner la question de l'encadrement institutionnel et juridique des relations bilatérales en vue d'insuffler la dynamique escomptée à la coopération entre les deux pays. Dans ce cadre, les deux ministres ont signé un mémorandum d'entente portant création d'un mécanisme de consultation politique entre l'Algérie et le Honduras. Autre entretien qu'a mené le chef de la diplomatie algérienne à New York, celui avec le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parilla. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination bilatérale dans les forats internationaux en faveur des intérêts des pays en développement et au service des causes justes dans le monde, selon le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Et puis Ahmed Attaf a également rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République fédérative du Brésil, Mauro Vieira. La rencontre avec son homologue brésilien a permis de passer en revue les relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays et d'examiner les moyens à même de réaliser davantage de résultats positifs dans le renforcement du partenariat économique bilatéral. Les deux parties ont également discuté de la situation internationale actuelle, notamment les derniers développements de la cause palestinienne.
Direction le Maroc à présent, où plusieurs villes ont connu samedi soir une mobilisation populaire sans précédent avec des marches et des manifestations simultanées dénonçant la cherté des prix, la dégradation des services publics et la répression des libertés. Des dizaines de militants et de manifestants ont été agressés par les forces de l'ordre simplement pour avoir réclamé une amélioration du pouvoir d'achat et la fourniture d'un niveau minimum de soins de santé décents. Souhila Kelal. C'est par la violence que les voix des manifestants sont muselées au Maroc. Ils s'étaient regroupés pour une manifestation populaire pacifique pour crier leur ras-le-bol et dénoncer des décennies de répression, d'inflation et de médiocrité médicale. Mais un important dispositif sécuritaire a été déployé pour juguler la colère d'un peuple fatigué par des crises économiques et sociales successives, exacerbées par la politique du Marzen. On est venus juste pour un sit-in. Ils ont commencé à nous intimider. Pourtant, nous sommes des gens pacifiques. Nous ne demandons rien d'autre que nos droits. Nos enfants meurent noyés en tentant de traverser la mer et nous ne faisons que regarder. Les universités de recherche scientifique ne sont pas habilitées en pas recours aux outils de recherche scientifique. Nous constatons dans certaines universités que 100 à 200 étudiants partagent un seul et même appareil. Qu'allons-nous apprendre avec un seul appareil ? L'étincelle de cette colère populaire s'est déclenchée à Agadir il y a 2 semaines, après le décès de 8 femmes suite à des accouchements par césarienne à l'hôpital. Un incident qui a déclenché la révolte des Marocains, d'abord contre la détérioration des services de santé, mais également contre la crise sociale qui sévit dans le royaume. Ma sœur est victime de négligence médicale. Ma sœur agonise. Ils ne veulent pas la soigner. La situation des villages et hameaux au Maroc est plus grave que celle des grandes villes. Isolés, les villageois se retrouvent livrés à eux-mêmes sans aucun responsable pour écouter leurs requêtes. On se déplace pour réclamer des routes, mais aucun responsable n'est disponible. Les Marocains se sont révoltés contre les politiques successives du Marzen, qui refusent de reconnaître son échec cuisant dans la gestion de la crise sociale et économique. Au lieu de cela, ils répriment des manifestants pacifiques dans une escalade sans précédent qui laisse présager de plus graves troubles sociaux. On reste au Maghreb en marge de la rencontre entre le ministre tunisien des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti et son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Marzouk samedi à New York. La Tunisie et la Mauritanie ont réaffirmé leur volonté de renforcer leurs relations de coopération et ont souligné la nécessité de bien préparer les prochains rendez-vous bilatéraux et de trouver des solutions susceptibles de renforcer le partenariat entre les deux pays dans différents secteurs. Un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères a indiqué que cette rencontre avait été l'occasion également de se concerter sur les questions internationales et régionales actuelles, notamment l'évolution de la situation dans la région du Sahel. Crise en Libye, le Haut Conseil d'État libyen a passé en revue les efforts déployés pour parvenir à un règlement politique permettant la tenue des élections et l'instauration d'une stabilité durable dans le pays. Et ce, lors de la réunion tenue entre le président du Haut Conseil, Mohamed Takala, et le chargé d'affaires de l'ambassade saoudienne en Libye, Abdullah Salmi, ce dimanche au siège du Conseil dans la capitale Tripoli. Un communiqué du Conseil a indiqué que les deux parties ont également examiné lors de cette rencontre la feuille de route présentée par l'envoyé spécial de l'ONU et ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de renforcer la coopération dans divers domaines. On passe au développement concernant la guerre au Soudan. L'armée soudanaise a annoncé que ses forces avaient repoussé une violente attaque lancée par les forces de soutien rapide contre la ville d'Al-Fasher dans l'état du Nord Darfour depuis les axes nord et sud. Dans un communiqué de presse, le commandement de la 6e division d'infanterie des forces armées soudanaises a déclaré que l'attaque avait été précédée d'un bombardement intense au petit matin sur des positions à l'intérieur de la ville, précisant que les bombardements du soir n'avaient fait aucune victime parmi les civils.
Et le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, a appelé ce dimanche à la nécessité de prendre des mesures urgentes pour protéger les vies humaines et garantir l'accès humanitaire au Soudan. Dans une publication sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, Fletcher a exprimé son inquiétude face à l'aggravation de la crise Al-Fasher dans le nord du Darfour, soulignant que les civils sont confrontés à des attaques incessantes ainsi qu'à la famine et au choléra. En Afrique du Sud, le soutien aux causes justes ne faiblit pas. Des milliers de manifestants ont défilé au Cap samedi pour exiger que le gouvernement sud-africain impose des sanctions radicales à l'entité sioniste en raison de son agression génocidaire sur Gaza. Cette manifestation est décrite par les organisateurs comme l'un des plus grands rassemblements en soutien à la Palestine de l'histoire récente de l'Afrique. Les manifestants portaient des drapeaux palestiniens, des cercueils de fortune et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, je cite, « Boycottons l'apartheid israélien ». Nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous devons nous mobiliser, nous faire entendre et dire aux gens que nous agissons, que nous pouvons nous battre pour eux. Nous ne pouvons pas aller sur place et leur apporter de la nourriture. Nous ne pouvons pas les atteindre. C'est la seule façon de faire passer notre message. Nous sommes là, nous pensons à vous et nous vous soutenons. La majorité des Sud-Africains soutiennent la Palestine, c'est un fait. Et je pense que nous pourrions faire mieux. Cependant, je pense que l'Afrique du Sud soutient pleinement la Palestine. Et cela se voit dans les chiffres publiés aujourd'hui et dans ceux publiés précédemment. Nous n'acceptons pas les agissements d'Israël. Nous n'acceptons pas le génocide. Et il doit cesser. La colère continue d'envahir les rues de Madagascar pour le 4e jour consécutif, alors que la génération Z continue de protester pour dénoncer les coupures d'électricité, le manque d'eau potable et la précarité qui frappe la majorité de la population. Ils sont nombreux, jeunes pour la plupart, à avoir investi les rues d'Antananarivo samedi, après les violents affrontements avec les forces de l'ordre survenus lors de la première journée de mobilisation. Pour rappel, le président malgache Andry Rajoelina a limogé vendredi son ministre de l'énergie pour tenter de calmer le mouvement de protestation. Néanmoins, une autre mobilisation générale des étudiants est attendue demain lundi, avec un délai de 48 heures pour obtenir des réponses concrètes des autorités. En Guinée, la présidentielle est fixée au 28 décembre, selon un décret présidentiel lu samedi à la télévision nationale. Cette annonce survient au lendemain de la publication des résultats officiels du référendum constitutionnel largement approuvé par les Guinéens et qui devrait ouvrir la voie à des élections présidentielles et législatives. Attendu depuis longtemps par les populations et la communauté internationale, ce scrutin devrait acter la fin de la transition. Et de leur côté, les Seychelles organiseront du 9 au 11 octobre prochain un second tour entre les deux candidats à la présidentielle, arrivés en tête sans aucune majorité absolue aux élections générales de dimanche. Le dirigeant de l'opposition, Patrick Hermini, a devancé de justesse le président sortant Wavel Ramkaylawan avec 48,8% des voix contre 46,4% pour ce dernier. Les candidats doivent à présent obtenir plus de 50% des voix pour remporter la victoire. La commission électorale a indiqué que le second tour se tiendrait du 9 au 11. Âme sensible, s'abstenir pour ce sujet. On va parler du venin d'abeille, injecté directement sous la peau à travers des piqûres d'abeilles vivantes. Ce dernier est réputé pour ses propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Une méthode naturelle qui pique la curiosité. Maria Schouyer. Dans un petit centre de soins dans la périphérie de Nairobi, un vrombissement inhabituel résonne dans une salle de traitement. Pas de machine moderne, pas d'aiguilles métalliques, mais des abeilles vivantes utilisées comme outil thérapeutique.
Cette pratique ancestrale, appelée apithérapie, refait surface au Kenya pour traiter des douleurs chroniques et inflammatoires. Quand je suis arrivée ici, ma jambe gauche était complètement dénuée de force, car les nerfs de ma jambe droite étaient presque morts. Mais maintenant, je sens ma jambe, je sens qu'elle reprend de la force, je ressens même la douleur de la piqûre, ce qui signifie que mes nerfs sont à nouveau réactifs. Chaque piqûre est effectuée de manière délibérée. Les abeilles sont placées sur des parties spécifiques du corps, puis retirées après avoir libéré leur venin. Le médecin spécialiste utilise des abeilles en fin de vie, récoltées le soir lorsqu'elles sont chassées des ruches par les jeunes abeilles. En thérapie, nous utilisons les abeilles les plus âgées, presque mourantes. Elles ont un comportement particulier. Nous les capturons. Au lieu de les laisser mourir, nous les utilisons en thérapie afin de créer une pérennité, d'éviter d'entrer dans la ruche et de prendre n'importe quelle abeille, car on risque même de prendre la reine. Bien que cette méthode existe depuis des siècles, son usage thérapeutique est controversé dans la médecine moderne. Le traitement n'est pas sans risque. Chaque séance débute par un test de tolérance pour éviter toute réaction allergique. Une piqûre d'abeille peut avoir des conséquences potentiellement mortelles. Je conseille donc à toutes les personnes souhaitant suivre ce traitement de consulter un médecin avant de le faire. Nous progressons actuellement à un tel point que nous pouvons même commencer à produire des injectables, afin que les gens puissent acheter des flacons. Il faut donc que le processus d'approbation soit complet auprès du Conseil des poisons. Dans une ruche, chaque abeille joue un rôle, même en fin de vie. Ici, elle pique une dernière fois, non pour se défendre, mais pour soigner. Et dans ce geste, un soulagement possible pour ceux que la douleur enferme. Sport football pour parler de cette qualification de la formation algérienne du Mouloudia d'Alger au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine. Une qualification sans trop forcer pour le MCA qui s'est imposé en match retour du premier tour samedi soir au stade Allé-la-Pointe de Douera, 3-0 face aux Libériens du FC Fassel. Les Verts et Rouges avaient franchi un grand pas vers cette qualification dès le match aller en ramenant un précieux nul du Paintsville 0 partout. Non, le match a été très difficile. Nous avons joué contre le club de Fassel, que je considère comme très fort. C'est une équipe qui compte dans ses rangs des joueurs très talentueux. En défense, au milieu de terrain et même en attaque, ils jouent avec beaucoup d'énergie physique et d'intensité. Nous avons vu notre défense lutter pour contrer les attaques dangereuses de l'adversaire. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir cet esprit d'équipe et sa force et la préparation des joueurs. L'équipe a pris le match très au sérieux et a fait preuve d'une grande force mentale, mais aussi d'un grand respect pour le club et les supporters, ce qui est très important. Le coach sud-africain du Mouloudia Club algérien a fait l'éloge des supporters de l'équipe, affirmant qu'il vivait une expérience exceptionnelle sans précédent avec le public, ce qui le motive et le stimule encore plus à travailler pour obtenir les résultats escomptés. Tout d'abord, je tiens à souligner que tous les membres de l'équipe méritent aujourd'hui nos félicitations, tant le staff technique que les joueurs. Nous formons une grande équipe et tout le monde travaille dur en toute franchise. Nous savons tous que les grands clubs cherchent toujours à réaliser des exploits et cela ne concerne pas seulement l'entraîneur, mais aussi la direction, les joueurs et les supporters. C'est pourquoi nous accomplissons un travail colossal. En ce qui concerne les supporters, je pense que les joueurs ont plus d'expérience que moi dans le fait de jouer devant des tribunes pleines. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les supporters du Mouloudia et ceux des plus grands clubs du monde qui créent une ambiance stimulante pour leur équipe. C'est quelque chose que j'ai également constaté ici. Je le remarque tous les jours à Alger. Honnêtement, je vis une ambiance que je n'avais jamais vécue auparavant.
Et direction Annaba avant de clore cette édition. Annaba où se tient la 5e édition du Festival du film méditerranéen. Ce dimanche, une table ronde a réuni cinéphiles et professionnels autour du thème conducteur, le cinéma historique de Risela à l'Émirat Abdelkader, animé par Salim Agar, directeur de l'établissement public Al-Jazairi, en charge du futur film sur l'Émirat Abdelkader. La rencontre a mis en lumière le rôle du 7e art dans la sauvegarde de la mémoire et le dialogue entre passé et présent. اسكو صح صرا الوغ كان عندي نقاش مع تعلمت قريت كتب. Dans le même sillage, une autre table ronde a été consacrée à la coproduction et aux enjeux de l'industrie cinématographique. Les intervenants ont souligné l'importance des festivals internationaux pour la promotion des films, ainsi que la question cruciale du financement, véritable levier pour porter des projets capables de rivaliser sur la scène mondiale. On essaie d'attirer les talents et je pense que c'est important de créer des ponts. La communauté nationale à l'étranger est un atout important pour soutenir l'association et le développement de l'industrie cinématographique et accompagner la dynamique créative au diapason de la volonté des hautes autorités algériennes. On écoute justement à ce sujet Slimane Dazi. Il est acteur, comédien franco-algérien. Le rôle de la communauté nationale à l'étranger serait de réussir à transformer l'essai, de créer des ponts et de ramener un petit peu le savoir qu'on a pu accumuler au cours de nos différentes expériences, nous qui sommes la communauté nationale à l'étranger, et de venir l'échanger ici avec l'énergie, la soif d'apprendre, la faim d'apprendre de la jeunesse algérienne et de créer autour de cela des résidences, des ateliers, que ce soit d'écriture, que ce soit de mise en scène, que ce soit de fiction sonore, théâtrale ou cinématographique, et pour pouvoir donner un petit peu, comment dirais-je, de la matière, de la nourriture en termes de créativité à cette jeunesse qui a soif d'apprendre. Les festivals internationaux de cinéma sont aussi l'occasion d'échanger et d'élaborer des projets de coopération internationaux. Pilar Revuelta Bravo, président du jury long métrage ayant déjà décroché un Oscar dans sa carrière, s'est exprimé au micro d'Al24 News. On écoute. Je crois à la diversité, je crois que c'est très bon de se mélanger et de parler des autres cultures, de parler des autres coutumes, de parler des problèmes des autres, pas seulement des choses qui nous passent en Espagne et qui sont très locaux. Je trouve que c'est une façon de mettre des gens ensemble et peut-être, s'ils sont capables, ça donnerait des bons projets. On n'a pas la possibilité de rencontrer des gens, mais ici, tu rencontres des gens, tu parles des projets, tu peux dire, bon, peut-être j'ai un projet, peut-être ça pourrait marcher. C'est l'interchange des idées, des projets. Peut-être ça se passe, peut-être ça passe pas, mais bon, au moins, on a une possibilité. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actu continue sur Al24 News. À demain.